est Didier Orméjuste. Alors, cette semaine, pour cet épisode du podcast, eh bien, on va avoir un invité. Il s'agit d'Anthony Auclair et des rapprochés des Buccaneers de Tampa Bay. Donc, on va jaser avec Anthony, savoir comment sa saison morte se passe. Également, il y a du changement du côté des Bucs, puisqu'on a un nouvel entraîneur-chef, Bruce Arians. Et après ça, on va parler de ce qui se passe du côté de l'actualité des Alouettes. On sait que les Alouettes avaient congé la semaine dernière et qu'ils vont affronter les Tiger Cats de Hamilton vendredi soir au Tim Hortons Field à Hamilton. Et on va faire également un retour sur la deuxième semaine d'activité dans la Ligue canadienne de football. Mais sans plus tarder, on va accueillir Anthony qui est au téléphone. Anthony, content que tu aies accepté l'invitation pour le podcast. Mais ce qu'il faut dire aux gens, c'est que tu vas être un invité du podcast, un collaborateur du podcast Sac du Cœur régulièrement et même tout au long de la prochaine saison. Yes, ça me fait plaisir, Didier, puis merci de l'invitation. Ben oui, content de t'avoir avec nous. On aurait aimé faire ça via Skype. On a eu quelques problèmes techniques. La prochaine fois, on va pouvoir te voir naturellement via Skype. Mais écoute, premièrement, comment se passe ton été? Je sais que vous avez eu votre mini-camp il y a quelques semaines. Alors, comment se passe ton été? Là? Qu'est-ce que tu fais au point de vue de ta préparation physique en vue du camp d'entraînement qui va commencer à la fin du mois de juillet? Ben écoute, ça se passe super bien. En fait, c'est la première été que je peux arriver ici puis être en santé parce que les deux dernières étés, dans le fond, les deux premières années, j'étais blessé en sortant des OTAs, qu'on appelle. Donc, pour moi, c'est une période de recovery, de rehab. Donc, je perdais un peu de temps là-dedans à place de me préparer à 100% dans la saison qui s'en vient. Donc, pour moi, c'est un plus cette année. Donc, les OTAs sont super bien passés. Comme je dis, c'est la première fois que je suis en santé, donc j'ai pu les faire au complet. C'est vraiment une période où tu peux t'améliorer sans qu'il y ait vraiment de conséquences. Donc, tu peux donner tout ce que tu as, puis comme je dis, tu ne perds pas de match, tu n'as pas l'enjeu des games. Donc, c'est vraiment une période pour s'améliorer. Donc, pour moi, c'est vraiment bénéfique. Oui, puis là, maintenant, tu es rendu un vétéran. Comme tu le mentionnes, là, c'est ta troisième année, ta troisième saison morte dans la NFL. C'est quoi la différence, justement, là, maintenant que tu es rendu un vétéran, comparativement à tes années précédentes? C'est vraiment de savoir se diriger dans tout ce qui est la ville, les physios, les rendez-vous, comment te faire une routine qui est efficace. Ça, c'est vraiment une chose que je pense que j'ai beaucoup amélioré. Je fais en sorte que toi, en tant qu'athlète, tu deviens de plus en plus efficace. Donc, il y a des affaires qui te stressent moins parce que ta routine est plus efficace. Puis c'est sûr que là, avec le changement d'entraîneur, au début, c'est OTA, je me sentais un peu comme une recrue parce que tu apprends un nouveau cahier de jeu, tu apprends à connaître des nouveaux entraîneurs. C'est comme si tu avais changé d'équipe complètement. Donc, c'était différent, mais en même temps, ça faisait 2 ans que j'étais dans la ligue, les jeux, ça se ressemble pas mal. C'est sûr que l'appellation des jeux, les concepts sont différents, mais pour moi, ça a vraiment été le fait que ça faisait 2 ans que j'étais déjà là, ça a beaucoup aidé à l'intégration du nouveau jeu puis des nouveaux entraîneurs. Donc, c'était vraiment cool pour ça. Puis ça, je te disais que c'est vraiment une question de routine. Faut que tu fasses ta routine pour que tes performances soient de plus en plus optimales. Donc, qu'il y ait de moins de perte de temps dans des choses. Une affaire comme le sommeil, vraiment, c'est des bonnes heures pour aller se coucher puis être capable de recover comme il faut. C'est vraiment une affaire qui aide beaucoup pour le stress puis pour ton corps aussi. Donc, c'est vraiment des choses subtiles qu'on pense pas des fois, mais qui sont vraiment importantes. Oui, non, c'est ça. Bon, tu parles du sommeil, à quel point c'est important lorsque tu es un athlète. Pour n'importe qui, là, d'essayer de dormir au moins un bon 8 heures par nuit. Mais toi, qu'est-ce que tu fais au niveau de ta préparation, là, à ce temps-ci de l'année? Est-ce que tu fais des choses comme du yoga? Naturellement, la musculation, la course, j'imagine ça doit faire partie de ton rituel d'entraînement. Mais est-ce que tu fais d'autres choses plus particulières là, afin de te préparer pour la saison? Là? Oui, c'est sûr que tu veux pas juste faire des choses musculaires, comme tu as mentionné. Yoga, c'est une façon pour moi de relaxer. Que ce soit le yoga ou juste me rouler avec un foam roller qu'on appelle, qui essaie de détendre, dans le fond, qui te permet de détendre tes muscles. Pour moi, le yoga, en fait, ça a vraiment été quelque chose que j'ai commencé pendant les OTA cette année, qui t'aide vraiment à relaxer, en fait, puis à penser à autre chose. À méditer moi, aussi, oui. Exactement. Puis pour moi, c'est une façon aussi de visualiser les choses, comme visualiser mes jeux, visualiser mon entrée au stade, des affaires vraiment
pour que j'aie déjà vu tout ce qui se passe en avant de moi. Donc, c'est vraiment cool pour ça. Puis, c'est sûr que ça l'aide là, vraiment au niveau de la méditation puis tout ça. Puis juste changer de mal de place si on veut puis penser à autre chose. Ouais, est-ce que tu fais d'autres sports également? Je sais, par exemple, il y a Jean-Philippe Bolduc, un autre ancien du Rouge et Or, qui joue avec le Rouge et Noir d'Ottawa dans la Ligue canadienne de football. Je sais que durant la saison morte, lui, Jean-Philippe, il fait du Muay Thai, des arts martiaux, afin de se mettre en forme pour la saison. Toi, est-ce que tu touches à ça un peu? Pas ça directement, là, mais là, présentement, on joue beaucoup au spike ball. Je sais pas si tu sais quoi, là, c'est un peu comme le volleyball, mais avec une petite trampoline au sol, là, puis on tourne autour de ça à 360 degrés. C'est pas cool. Je sais que les amis dans le sable, là, c'est vraiment cool. C'est une façon de bouger un peu, puis juste de faire d'autres choses, là, finalement. Sinon, l'hiver, j'essaie de jouer un peu au basket, ou je joue aussi un peu au flag football, mais tu sais, juste faire des choses différentes qui permettent de bouger aussi, là, c'est le fun de changer de sport de temps en temps. Oui, non, c'est aucun doute là-dessus. Écoute, bon, tu mentionnais, bon, il y a des changements là, du côté des Buccaneers. Vous avez un nouvel entraîneur-chef. Là, tu disais à quel point bon, le système est différent. Donc, tu dois te familiariser avec le nouveau cahier de jeu que vous avez. Tes premières impressions, justement, de votre nouvel entraîneur-chef, Bruce Arians, on le connaît bien, il a connu du succès avec les Cardinals en Arizona. Alors, ça a été quoi, là, tes premières impressions à la suite de tes premiers contacts avec Bruce Arians? Premièrement, il faut comprendre que il y a des gens qui comprennent pas ça, je pense. C'est quand on change un entraîneur-chef, on change le coaching staff au complet. Là, qu'on parle des coachs de demi-coin, des corps arrière, on change la totale. On a même changé notre coaching staff de préparation physique. Là, on a changé tout le monde dans le building, c'est pas compliqué au niveau du coaching. Puis, fait que, pour nous, c'est un monde complètement différent. Mais Bruce Arians amène quelque chose qui est vraiment cool, c'est que lui, premièrement, il est vraiment autoritaire. Puis, c'est qu'il vient prêt quasiment de se battre avec les joueurs dans la pratique, c'est pas compliqué. Là. Puis, oui, ben, donne-moi un exemple. Ça fait en sorte que les gars le respectent, parce que c'est pas par la peur nécessairement, mais les gars le respectent parce que lui, il est là puis il est sérieux. Là. Il est là puis il veut travailler. On a droit à 2 heures sur le terrain pendant les OTAs. Ça, c'est une règle de la NFL. On a droit à 2 heures. Mais pendant ces 2 heures-là, c'est juste des pratiques. Puis il a été clair avec ça. Il n'y a pas de warm-up. Donc, pour nous, on pouvait pas s'échauffer pendant les 2 heures. On pouvait s'échauffer avant puis être sûr d'être prêt pour ces 2 heures-là. Fait que pour les athlètes qui connaissent ça un peu, ça peut être dangereux si tu n'as pas une bonne routine d'échauffement. Fait que pour lui, c'est vraiment, il était là pour la business. Puis, lui, c'est vraiment maximiser le 2 heures, là, vraiment de consacrer ça au football, à la préparation de l'équipe. Là. Il ne voulait pas perdre une seconde. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il est vraiment sérieux, puis je pense que les joueurs le suivent à cause de ça. Puis, il y a des choses qui sont simplifiées. Son cahier de jeu est quand même compliqué. Puis, pour les carrières surtout. Mais c'est fun, c'est un bon playbook, je pense. Puis, il y a eu du succès avec les Cards. Notamment, il a entraîné des carrières comme Ben Roethlisberger, Carson Palmer. Andrew Luck aussi, oui. Andrew Luck en commençant, oui, exactement. Donc, il a passé avec je pense qu'il a réussi à former des bons carrières. Puis, il est en train de justement faire ça un peu avec Jameis, je pense. Puis c'est juste bon pour Jameis Winston puis notre équipe, là. Oui, bien justement, bon, Jameis, là, ça va être sa 5e saison. On se souviendra qu'il avait été le tout premier joueur sélectionné du repêchage après sa carrière à Florida State. Mais jusqu'à présent, ça a été rempli de haut et de bas la carrière de Jameis Winston. On sait qu'il est talentueux, là. C'est pas ça la question. Toi, à quoi tu t'attends de la part de Jameis Winston? Puis, selon toi, de quelle façon peut-être Bruce Arians pourrait l'aider justement afin qu'il soit en mesure là, de remplir son grand potentiel? Il faut comprendre que c'est vraiment un travail d'équipe en soi parce que, tu sais, Jameis a eu des hauts et des bas, mais souvent, en défensive, on accordait des points beaucoup, puis ça forçait Jameis à faire des jeux qu'il ne ferait pas normalement. Donc, il forçait le jeu beaucoup, puis ça faisait des revirements. Donc, je pense que en tant qu'équipe, il faut vraiment s'améliorer sur toutes les passes, qui va aider notre carrière aussi. Donc, faut pas juste être blâmé pour tous les revirements qu'il a fait, ça c'est sûr, mais je pense que de ce que j'ai vu dans les OTA, c'est vraiment amélioré à protéger le ballon, justement, puis à prendre les bonnes décisions. Mais c'est sûr que pour lui, c'est nouveau aussi le cahier de jeu, donc il a fait des erreurs, c'est normal. Mais je pense qu'il s'est vraiment amélioré puis qu'il comprend vraiment la situation.
Ouais. Bon, tu parlais là, du système de Bruce Arians qui est différent comparativement au système de Dirk Carter. Toi, Carter, lui, il aimait utiliser des formations avec deux ailiers rapprochés. Puis ça jouait à ton avantage, naturellement, étant donné que tu joues à la position d'ailier rapproché. Est-ce que c'est le cas là, avec Bruce Arians? Est-ce qu'il utilise des formations avec deux ailiers rapprochés aussi souvent que Dirk Carter le faisait? Ouais, je te dirais qu'on a beaucoup de jeux aussi qu'on a trois ailiers rapprochés sur le terrain. Donc, pour moi, c'est encore mieux. Puis, tu sais, mon utilisation va être semblable aux autres années, dans le sens que, tu sais, moi, je suis plus un bloqueur, je suis plus considéré comme un bloqueur. Donc, je vais être utilisé dans des situations où je vais devoir faire des blocs au sol, par la passe, ainsi de suite. Donc, pour moi, mon utilisation ne va pas changer. D'après moi, ça va être la même chose là, de ce que j'ai vu dans les OTAs. Oui, bon, on le disait tout à l'heure, là, tu vas entamer ta troisième saison dans la NFL. Tu as joué avec, contre des athlètes vraiment hors pair. C'est ce qui arrive lorsqu'on joue dans la NFL. Le niveau des athlètes monte pas juste d'un cran comparativement au niveau universitaire, mais de plusieurs crans. S'il y a un athlète en particulier, que ce soit un coéquipier, un joueur que tu as affronté, qui t'a vraiment impressionné, que tu te dis, wow, OK, ce gars-là, il n'y a absolument rien qu'il ne peut pas faire. Pour moi, ça a vraiment été, puis je le dis à chaque année, c'est Cameron Jordan, le DN des Saints. Pour de vrai, ce gars-là, il peut tout faire. Puis, c'est un joueur qui est immense pour la vitesse dont il joue. T'sais. Je pense que c'est un joueur qui peut utiliser la finesse autant qu'il peut utiliser le bull rush qu'on appelle, la charge du taureau, comme Pierre Vacheral l'a dit bien. Oui, en puissance. C'est impressionnant parce que il y a tout le mélange de vitesse, de grosseur, puis il est quand même grand aussi, donc c'est impressionnant à voir. C'est difficile de jouer contre lui parce que il va jouer un peu dans ta tête, dans le sens qu'il va tout utiliser ce qu'il peut faire, puis il va comme te donner une tendance, finalement il va contrer ça. Donc il est vraiment impressionnant ce joueur-là. Cameron Jordan, depuis les dernières années, là, notamment, a été sélectionné au Pro Bowl, vraiment un des piliers de la défense des Saints de la Nouvelle-Orléans. Mais justement, on parlant de défense, votre défense, elle a connu des ratés l'année dernière. Votre choix de première ronde cette année, ça a été un secondaire de ligne, Devin White, produit de l'université LSU. C'est vraiment un joueur rapide, explosif. Il a été récipiendaire du trophée Butkus dans les rangs universitaires, qui est remis annuellement au meilleur secondaire de ligne du football universitaire américain. Tu as eu l'occasion de le côtoyer, peut-être de le voir à l'œuvre également lors du mini-camp. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as vu de la part de Devin White? Le premier jeu qu'il a fait contre les vétérans, il a fait dans l'interception, donc je pense que ça commence bien. C'est pas une bonne première impression. Mais non, c'est ça, honnêtement, il est vraiment bon. C'est sûr qu'il a fait des erreurs, c'est une recrue, puis la vitesse de jeu est vraiment accélérée. Donc, mais tu voyais qu'il a pris les commandes de la défensive. Je pense que ça va être un bon leader. C'est un gars qui est positif. Je pense pas que c'est un gars qui aime beaucoup l'attention tant que ça. Donc, tu sais, ça sera pas une drama queen. Je pense que c'est un bon leader. Puis, c'est juste bon pour notre défensive. Oui, bon, tu as mentionné la vitesse de jeu pour un joueur recru, à quel point c'est difficile de faire l'ajustement. Toi, tu l'avais vécu lors de ta première année. Puis là, il y a un autre ancien du Rouge et Or, Matthew Betts, qui, lui, tente de faire sa place du côté des Bears de Chicago cette année. D'ailleurs, l'entraîneur, le coordinateur de la défense des Bears, Chuck Pagano, avait des bons commentaires à l'endroit de Matthew Betts. Mais est-ce que tu peux illustrer aux gens comment, justement, là, c'est difficile de faire cet ajustement-là, de passer des rangs universitaires, d'arriver dans la NFL, où est-ce qu'on dirait que tout le monde court un 4-4 ou 40 verges ou à peu près? Pour nous, c'est quand même difficile parce qu'on arrive d'un football qui est joué différemment. Tu sais. On joue les règles de la CFL ici au football universitaire. Donc, c'est 3 essais, les receveurs ont des élans, il y a la verge qui sépare les O-line de la ligne défensive. Donc, pour nous, c'est vraiment un ajustement. C'est vraiment pas le même style de jeu. C'est beaucoup plus axé sur les tranchées, puis les jeux au sol, puis les play action, tout ça. Donc, c'est vraiment... Pour Mathieu, surtout, puis moi, parce que moi aussi, je suis dans les tranchées pas mal, c'est vraiment une game qui est différente. Juste de s'ajuster à la verge, pour Mathieu, ça doit être quelque chose qui était différent pas mal. Mais d'après moi, c'est sûr qu'il y a eu un bon camp, parce que, tu sais, c'est un joueur qui est quand même assez rapide, Mathieu, puis qui est capable de s'adapter à plein de situations. Donc, pour moi, je suis pas inquiet de son côté, c'est sûr.
Oui, bon, la position d'ailier rapproché, tu dois jouer dans des tranchées, tu dois courir des tracés de passe également. Donc, tu te dois d'être un athlète complet. Moi, j'ai préparé mon top 5 des ailiers rapprochés dans la NFL présentement. Alors, je vais le dévoiler tout à l'heure, puis j'ai bien hâte d'entendre tes commentaires. Mais premièrement, toi, quelles sont les qualités recherchées pour un ailier rapproché dans la NFL en 2019? Parce que la position a vraiment changé, là. Moi, je me souviens, lorsque j'étais jeune, très souvent, les ailiers rapprochés, c'était comme un sixième joueur de ligne à l'attaque afin de Exact. bloquer. Mais maintenant, on se doit d'être athlétique. Toi-même, tu es athlétique, tu possèdes de bonnes mains. On ne peut pas juste nécessairement bloquer. Alors, selon toi, là, c'est quoi les qualités recherchées afin d'être un bon ailier rapproché au niveau de la NFL? Ben, aujourd'hui, c'est sûr que les ailiers rapprochés sont connus pour les réceptions qu'ils font. Tu sais, c'est vraiment une position qui est plus un receveur. Tu disais que c'était une extension de la ligne offensive avant. Aujourd'hui, je pense que c'est plus une extension des receveurs, même que Mhm. c'est quasiment rendu le receveur numéro 1, les ailiers rapprochés, c'est pas compliqué. Et c'est le joueur le plus proche du ballon, donc souvent, c'est lui qui a le plus de passes. Mais c'est sûr que c'est un joueur qui doit quand même être assez grand, qui doit courir assez vite, qui doit être capable de jouer autant au niveau physique que de finesse. Donc, un joueur qui doit être capable de battre de couverture, un safety, autant qu'un linebacker, que lui va être plus physique. Donc, c'est vraiment le paquet complet de vitesse, de format géant, d'être physique. Donc, c'est vraiment ces trois aspects-là, d'après moi, qui sont vraiment importants. Puis là, ça se sépare en deux, dans le sens qu'il y a deux styles de les rapprocher. Puis moi, personnellement, je suis plus un style qui va bloquer en premier, être un receveur par la suite. Mais on a des styles comme Kelsey qui va être un receveur en premier et bloquer parfois. Donc, tu sais, c'est sûr que là, ce qu'on regarde, là, il est plus le fun à regarder, c'est les gars qui attrapent les ballons, ça c'est sûr. Tu sais, c'est vraiment des mismatchs. Mais comme je dis, il y a vraiment deux styles dans la Ligue en ce moment. Puis, étant donné que comme je le mentionnais plus tôt, que c'est une game vraiment dans les tranchées, les ailiers rapprochés qui sont capables de bloquer sont vraiment importants. Puis, c'est pas rare ces temps-ci parce que ce qui arrive à NCAA, universitaire américain, c'est que c'est des ailiers rapprochés qui jouent dans une offensive où on va lancer beaucoup le ballon. Donc, ça fait en sorte que c'est des receveurs plus que des bloqueurs. Souvent, il y a des talents qui arrivent à nos camps et ils n'ont jamais bloqué de leur vie. Là. Ouais. C'est vraiment des receveurs. Puis, ça les désavantage parce que dans la NFL, c'est encore une ligue où tu vas courir le ballon et tu dois courir le ballon. Donc, c'est pour ça que les ailiers rapprochés qui sont capables de bloquer, souvent sont rares et souvent sont importants pour les équipes. Là. Oui, puis je pense que la performance de Rob Gronkowski avec les Patriots l'année dernière, ça illustre bien qu'est-ce que tu viens de mentionner, hein, le fait d'être en mesure de bloquer. Parce que, premièrement, les équipes qui ont connu du succès lors des matchs éliminatoires, lors des matchs de la NFL l'hiver dernier, ben, c'était des équipes qui étaient en mesure de courir avec le ballon. Mais on l'a vu, Gronk, bon, il n'était plus le même joueur, naturellement en raison des blessures qu'il a subies lors des dernières années, mais il demeurait un bloqueur dominant au sol. Puis on l'a vu, l'attaque, le jeu au sol des Patriots durant les matchs éliminatoires avait été dévastateur. Et puis Gronkowski, combien de fois durant les matchs, on nous montrait des reprises de ses blocs où ce qui déracinait complètement les ailiers défensifs. Ça, c'est rare quand même là, de voir un ailier rapproché être en mesure de dominer complètement les ailiers défensifs au sol, mais lui, il le faisait régulièrement. Ben, c'est ça qui fait de Gronk un joueur complet, tu sais, c'est qu'il était capable de faire ça et de battre un couvreur de vitesse. Là, tu sais, c'est ça qui était fou, tu sais. C'est ça qui a fait en sorte que ce soit un grand joueur comme ça. Puis, Ouais, selon 6 moi, pieds c'est un 7, des meilleurs 285 livres. de la NFL. Ouais. Ah non, écoute, moi je suis d'accord avec toi. Moi je pense que c'est le meilleur ailier rapproché de l'histoire de la NFL parce qu'à cause de qu'est-ce que tu viens de mentionner, à quel point il était complet, de le voir un jeu complètement dominer un ailier défensif, puis après ça, le jeu suivant, de le voir battre un demi de coin en courant son tracé de passe. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qu'on a vu être en mesure de le faire à la position. Oui, peut-être qu'un ailier rapproché va être capable de battre un demi de coin et de deux vitesses, mais il ne sera pas capable de bloquer l'ailier défensif et vice-versa. Donc, il était vraiment, vraiment complet. Alors, Gronk a pris sa retraite. On va voir s'il va rester retraité pendant toute la saison. Ça reste à voir du côté des Patriots. Mais écoute, si Gronk jouait encore, il n'y a aucun doute qu'il aurait probablement été dans mon top 2 d'ailier rapproché, étant donné qu'il a ralenti lors des dernières années. Mais écoute, je vais dévoiler là, mon top 5. Je vais commencer en 5e position du côté des ailiers rapprochés de la NFL. Je suis allé avec Jared Cook,
qui va maintenant porter les couleurs des Saints de la Nouvelle-Orléans. Il a quitté Oakland pour la Nouvelle-Orléans durant la saison morte à titre de joueur autonome. Jared Cook, bon, premièrement, c'est une grosse cible. Je l'ai déjà vu en vrai. En personne, il a l'air d'un joueur de basketball là, sur le terrain. Il est tellement grand. Puis il a connu une excellente saison avec les Raiders d'Oakland. Toi, c'est quoi ton évaluation de Jared Cook? C'est comme on parlait, je pense que Jared Cook, c'est vraiment un très bon receveur. En fait, c'est un receveur dominant. Côté bloqueur, je ne sais pas si c'est un gars qui s'investit beaucoup là-dedans. Je pense pas. Mais ça fait en sorte quand même qu'il est tellement dominant par la passe que c'est un bon joueur à avoir dans son top 5. Oui, puis je suis certain que Drew Brees va le cibler énormément, là, étant donné, c'est comme si là, du côté de l'attaque des Saints, on cherchait un ailier rapproché depuis qu'on avait échangé Jimmy Graham. Alors moi, j'ai bien hâte de voir ça, parce que je vais essayer de repêcher Jared Cook au sein de mon équipe de Fantasy Football, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. En quatrième position, je suis allé avec Greg Olsen, un vieux de la vieille, peut-être que tu vas me dire. Greg Olsen des Panthers à Caroline, bon, il a été ralenti par les blessures lors des dernières années, mais ça, c'est... Tu sais, on parlait du fait qu'il y a des ailiers rapprochés qui ne bloquent pas. Olsen, lorsqu'il est arrivé dans la NFL, il ne bloquait pas. En fait, on l'utilisait presque comme un receveur de passe avec les Bears de Chicago. Mais une chose que j'ai remarqué durant sa carrière, c'est à quel point il s'est amélioré comme bloqueur. Alors, comme quoi qu'on peut s'améliorer comme bloqueur quand on arrive dans la NFL. Exact. Puis, tu sais, en ayant joué contre lui plusieurs fois, j'ai pu voir que, comme tu dis, c'est vraiment amélioré parce qu'il était quand même utilisé beaucoup dans des situations de jeu au sol, des situations de pass protection. Donc, vraiment, ce joueur-là est quand même un ailier rapproché complet, même s'il vieillit puis il est de moins en moins en santé, je pense. Là. Mais vraiment, c'est un joueur complet. Là. En troisième position, je suis allé avec George Kittle des 49ers de San Francisco. Kittle, on a cité finalement à son émergence la saison dernière. C'est un produit de l'Université Iowa. Je me souviens de lui lors du camp d'évaluation de la NFL, lors du Combine. Écoute, là, ça avait été un des ailiers rapprochés les plus athlétiques. Puis là, l'année dernière, ça s'est concrétisé sur le terrain, établi un record de la NFL pour le plus grand nombre de verges gagnées par voie de réception par un ailier rapproché. Toi, qu'est-ce que tu penses de George Kittle? Ça a vraiment été une surprise l'année dernière. Honnêtement, il est vraiment breakout. C'est vraiment cool à voir. C'est drôle parce que nous, on a O.J. Howard, puis les deux, ils se suivaient quand même beaucoup dans les statistiques avant qu'O.J. se blesse. Je pense que ça aurait été une bonne compétition à voir qui aurait été sélectionné au Pro Bowl cette année-là si O.J. avait été capable de rester en santé. Mais tu sais, comme George Kittle, je pense que c'est un autre joueur qui est vraiment complet. Au début, on pensait, parce qu'on a joué contre les 49ers, donc on pensait vraiment que c'était juste un receveur. Puis finalement, il a bien bloqué contre nous. Il y a eu beaucoup de passes. C'est vraiment un joueur complet. C'était vraiment une surprise cette année. Je pense pas que tout le monde s'attendait à ça, mais vraiment, il a dominé. Puis je pense que ça va être un des bons tight ends à suivre dans les prochaines années, c'est sûr. Oui, parce que Kittle, lorsqu'il jouait à Iowa, une des raisons pourquoi il a passé sous le radar lors du repêchage, c'est qu'on ne lui lançait pas beaucoup le ballon. En fait, on lui demandait de bloquer beaucoup. Donc, c'est pour ça que vous avez été surpris de voir que c'était un bon bloqueur, mais c'est ce qu'on lui demandait de faire à Iowa. Malgré le fait qu'il était très athlétique, on ne lui lançait pas beaucoup le ballon. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu arrivé de nulle part l'année dernière. Mais lorsqu'on regarde ses chiffres au Combine, je crois qu'il avait couru un 4-5. Je pense que son saut vertical était près de 40 pouces. Donc, on voyait que c'était un athlète explosif juste par ses résultats. Ben c'est ça, à la blague, dans notre salle de délire rapproché, on niaisait un peu O.J. parce que je pense que George a couru plus vite ou aussi vite qu'O.J. Fait qu'on niaisait un peu ça. Mais c'est ça, c'est vraiment cool à voir, honnêtement, comment il est complet. Puis je voulais dire ça justement parce que tu disais qu'il n'y a pas eu beaucoup de passes au niveau universitaire. Mais ce qui arrive dans la NFL, c'est que un joueur va être utilisé à son plein potentiel. Donc, il va être vraiment utilisé pour ses forces. Si George Kittle, c'est vraiment un receveur comme il l'est là, il est vraiment utilisé à ses forces et à son plein potentiel. Donc, c'est vraiment ça qui est cool avec la NFL, c'est que tous les joueurs qui embarquent dans ton équipe vont être utilisés à leur force. T'sais. Comme moi, je suis un meilleur bloqueur, donc on va m'utiliser comme ça. Mais O.J., Cameron Brace, c'est vraiment un bon receveur. Ben lui, il va être exploité par la passe beaucoup. Donc, ainsi de suite. Et c'est vraiment cool. Oui, habituellement, on dit que c'est un signe d'un bon coaching lorsque les entraîneurs sont en mesure de trouver les forces des joueurs et puis de bien les utiliser. Moi, je sais que j'ai toujours entendu ça de la part de Bill Belichick,
dans le temps du repêchage, lui, sa question qu'il demande toujours aux dépisteurs, il leur dit, dites-moi pas qu'est-ce que le joueur il peut pas faire, dites-moi qu'est-ce qu'il fait de bien. Puis à partir de là, on va lui trouver un rôle. Puis c'est un peu ça. Ça en vient à utiliser les joueurs avec les forces qu'ils ont de mettre ça à profit pour l'équipe. Alors, donc, je suis allé avec Jared Cook 5e, Greg Olsen 4e, George Kittle en 3e position. En 2e position, ben, j'y vais avec l'idée rapprochée des Eagles de Philadelphie, Zach Ertz. Ertz qui, lui aussi, comme Kittle l'année passée, il a connu vraiment toute une saison. En fait, pendant une bonne partie de la saison, je crois qu'il était en avance sur Kittle au niveau des verges, puis finalement, Kittle l'a dépassé. Zach Ertz, pas nécessairement le meilleur bloqueur, mais c'est vraiment un excellent receveur de passe. Et puis, on voit qu'il avait notamment la confiance de Nick Foles. Là, on va voir avec Carson Wentz si ça va se poursuivre, s'il va pouvoir connaître une autre saison comme il a eu. Mais c'est quoi ton évaluation de la part de Zach Ertz? Je pense que Zach Ertz, c'est un joueur qui se lève dans les grands moments. On l'a vu au Super Bowl dans les dernières années, là, quand ils ont gagné le Super Bowl, justement. C'est lui qui a fait le toucher gagnant, si je ne me trompe pas. C'est juste toutes les séries éliminatoires cette année-là, il avait dominé. Donc, c'est vraiment un joueur qui va se présenter dans les grands moments. C'est vraiment un bon choix d'idée. Un bon choix, ok, tu approuves jusqu'à présent. Ben écoute, je pense que tu vas approuver mon choix numéro 1, Anthony, c'est naturellement Travis Kelce, comme je le disais tout à l'heure, avec la retraite de Gronk, et puis même lors des 2 dernières années, le Gronk n'était pas le même joueur, mais Travis Kelce, premièrement, moi, ça fait des années que je l'ai au sein de mon équipe de fantasy football, alors je sais que c'est une valeur sûre, mais je crois que c'est un bel exemple de qu'est-ce que tu mentionnais tout à l'heure, lorsque tu disais que les ailiers rapprochés maintenant sont pratiquement comme des receveurs numéro 1. Ben, du côté de l'attaque des Chiefs, on peut dire que c'est pas mal le cas avec Travis Kelce, puis surtout que les Chiefs pourraient être sans des services de Tyreek Hill au cours de la saison. Hill qui pourrait être suspendu, alors ça va vraiment faire de Travis Kelce leur receveur numéro 1. C'est un joueur qui est très athlétique, avait été repêché, je pense, seulement en 3e, 4e ronde, un produit de l'Université de Cincinnati, si je ne fais pas erreur. Mais c'est quoi ton évaluation de la part de Travis Kelce? Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il est le meilleur ailier rapproché dans la NFL? Je suis d'accord avec toi. On sous-estime, je pense, ses capacités à bloquer aussi. Je pense que c'est un bon joueur qui est capable de bloquer. Puis, tu sais, on parlait de courir des tracés puis de réussir à battre des vitesses de demi de coin ou des safety. Lui est vraiment intelligent dans ses tracés dans le sens qu'il va montrer une tendance, puis plus tard, il va utiliser cette tendance-là contre toi. Puis on étudie les autres ailiers rapprochés pour aller chercher des points qu'eux font puis s'améliorer nous-mêmes. Et je trouve que ça, lui, est vraiment intelligent dans le sens de, comme je te disais, il utilise les tendances, et il va te montrer quelque chose, puis là, il va te montrer quelque chose d'autre. C'est vraiment impressionnant à voir. Puis je pense que c'est un joueur qui est quand même assez rapide aussi. Oui, il gagne des verges après les réceptions régulièrement. Exact. C'est une de ses forces. Puis comme je disais, je pense que c'est un joueur quand même assez complet qui est sous-estimé au niveau du bloc au sol. Puis je pense que au niveau universitaire, c'est vraiment un bon bloqueur. Puis, je pense que c'est justement, il s'améliore chaque année dans cette phase de jeu-là. Puis je pense que, comme je disais, il est vraiment sous-estimé. Oui, puis toi, est-ce que tu as un ailier rapproché que tu observes plus qui joue présentement dans la NFL? Est-ce qu'il y en a un qui attire ton attention puis tu essaies peut-être là, de modeler ton style de jeu comme lui un peu? Ben, là, c'est sûr que c'est cool que Jason Witten y revienne. Là. Ouais. Je regarde vraiment dans mes premières années ce joueur-là. Parce que, tu sais, nous, on a comme des call-ups, dans le fond, des bandes vidéo, des joueurs qui sont bons dans les années puis qu'on peut étudier un peu. Puis Jason Witten fait partie des bandes vidéo, donc je regardais beaucoup ce joueur-là. C'est un joueur qui, tu sais, c'est pas le plus rapide là, à la position de Jason Witten, mais il est tout le temps ouvert, c'est pas compliqué. Il est juste intelligent puis il utilise ses forces à son plein potentiel, donc c'est cool à regarder. Sinon, je regardais, c'est sûr, Gronk. Mais tu sais, faut comprendre que les joueurs qui sont des freaks de nature, là, genre Kelsey qui court peut-être un 4-5, 4-6, c'est ça, c'est des joueurs qui utilisent leur vitesse, mais il y a des joueurs comme Jason Witten qui sont pas nécessairement rapides, mais qui utilisent des points techniques ou des choses que les autres n'utilisent pas parce que sont moins rapides. Donc, c'est ces joueurs-là que j'essaie de regarder un peu plus parce que moi, je suis pas un gars qui va courir 4-5, 4-6. Donc, comme O.J. Howard, mettons. Donc, j'essaie d'utiliser des points techniques ou des
justement comme Jason Witten fait pour être capable de découvrir contre un demi de poing ou d'être capable de bloquer des joueurs qui sont vraiment impressionnants. Donc, c'est plus ce joueur-là que je regarde. Ouais, parce que la position d'ailier rapproché, bon, c'est bien que tu mentionnes le nom de Jason Witten parce que c'est une position, on dirait que les joueurs gagnent. Avec l'expérience, on dirait que les ailiers rapprochés deviennent meilleurs. Des fois, c'est difficile pour les joueurs de faire la transition à cette position-là des rangs universitaires à la NFL. Et puis plus tard, au cours de leur carrière, c'est là qu'il y a une éclosion, si on peut dire. Je me souviens de Tony Gonzalez, qui possède là, à peu près tous les records à la position d'ailier rapproché. Il y avait eu un lent début de carrière, puis finalement, il s'est mis en marche avec les Chiefs. Qu'est-ce qui fait que la transition est plus difficile peut-être à cette position-là comparativement à d'autres positions? Et qu'est-ce qui fait également que, ben, une fois que le joueur est peut-être à la fin de la vingtaine, au début de la trentaine, à la position d'ailier rapproché, c'est là qu'on voit les meilleures années de l'athlète. C'est ça, c'est juste l'expérience. Mais comme je disais tantôt, souvent les ailiers rapprochés au niveau universitaire font juste courir des tracés. Mm-hmm. Tu sais, dans la NFL, il faut que tu sois capable de comprendre les protections de passe, les jeux au sol, les ajustements sur les tracés de passe. Donc, c'est vraiment compliqué, honnêtement, puis ça prend vraiment de l'expérience parce que là, il faut t'apprendre à lire les couvertures défensives, à voir les blitz qui s'en viennent. Donc, t'es comme quasiment un deuxième carrière sur le terrain parce que tu peux être sur la ligne offensive, on peut te bouger dans le champ arrière, puis on peut te mettre comme receveur espacé. Donc, il faut t'apprendre souvent, il y a des receveurs qui apprennent juste leur tracé de passe, mais toi, il faut t'apprendre les concepts au complet. Puis c'est même les petits ajustements de tous les receveurs parce que tu peux être appelé à être un receveur extérieur, c'est un qui se blesse en plus. Fait que, il y a plein de choses qu'il faut que tu apprennes. Je pense que c'est ça qui fait que c'est un peu plus tard que les élèves rapprochés se développent parce que ça prend beaucoup d'expérience, ça prend du temps à gérer tout ça puis à apprendre toutes les technicalités des playbooks, justement. Bon, ben, merci beaucoup. Écoute, Anthony, je te remercie d'avoir accepté l'invitation afin de participer à cet épisode du podcast. Et comme je le disais, ben, tu vas être un collaborateur, oui, régulier au podcast Le Sac du Cœur. Alors, écoute, on va se parler au cours des prochaines semaines, assurément avant que tu quittes pour Tampa pour le début déjà de ton 3e quart d'entraînement avec les Buccaneers. Parfait. Ben, merci de m'avoir reçu. Oui, aucun problème. Alors, porte-toi bien, puis on se reparle. Yes. Alors, on va continuer cet épisode du podcast Le Sac du Cœur en faisant un virage du côté de la Ligue canadienne de football. On va commencer, bien sûr, en parlant des Alouettes. Les Alouettes, bon, qui avaient congé la semaine dernière. Montréal s'est incliné contre Edmonton lors de la première semaine d'activité. Mais il y a eu beaucoup d'actions tout de même là, durant la semaine de congé des Alouettes qui ont effectué un retour sur le terrain d'entraînement lundi. Et c'est avec Vernon Adams au poste de carrière partant que les Alouettes ont effectué leur retour de la semaine de congé, puisqu'Antonio Pipkin est ralenti par une blessure à une cheville qu'il avait subie face aux Eskimos. On se souviendra qu'il n'avait pas été en mesure de terminer le match contre Edmonton. Alors, Adams va obtenir le départ vendredi soir à Hamilton face aux Tiger Cats. Pour Vernon Adams, ben là, c'est une occasion en or. Là. Ça passe ou ça casse. Vernon Adams en est à sa 4e année dans la Ligue canadienne de football. Il a connu un bon camp d'entraînement, mais là, c'est une opportunité pour lui afin de prouver là, qu'il peut réellement être un carrière partant au sein de la Ligue canadienne. On sait, il a commencé sa carrière, c'est un membre des Lions de la Colombie-Britannique. Ils l'ont échangé aux Alouettes. Ensuite de ça, il s'est retrouvé avec les Rough Riders à Saskatchewan, avec les Tiger Cats de Hamilton. Et puis, il n'a jamais pu faire sa niche. Il n'a jamais été en mesure de prouver qu'il peut être un carrière numéro 1 dans la Ligue canadienne de football. Alors là, c'est une opportunité pour Adam. C'est une belle occasion. En Saskatchewan, Cody Fajardo était carrière numéro 2 au début de la saison. Zach Collaros s'est blessé. Fajardo a fait de l'excellent boulot. D'ailleurs, il a amassé plus de 300 verges contre Ottawa. Alors, on va voir si Adams pourra connaître une bonne performance. On possède un bon groupe de receveurs du côté des Alouettes. Naturellement, la ligne attaque va devoir bien le protéger, mais c'est une belle opportunité pour Vernon Adams. Moi, j'ai hâte de voir s'il va pouvoir la saisir parce qu'il a fait du bon boulot en relève à Antonio Pipkin contre Edmonton. Mais toutefois, pour les carrières, c'est toujours plus facile. Hein? J'en parlais la semaine dernière avec Danny Desrivaux. C'est toujours plus facile pour les carrières réservistes de s'amener dans le match lorsque le match est en cours, puisqu'on a pu observer, assimiler les ajustements à tête froide lorsqu'on était sur les lignes de côté. Alors, il a fait du bon travail. D'ailleurs, Carey Jones, après la séance d'entraînement de lundi, il a dit qu'est-ce qu'il a aimé de la part de Vernon Adams contre Edmonton.
c'est qu'il prenait des décisions rapides avec le ballon. Il était très décisif dans ses lectures. Alors, on va voir si tout ça, ça va se transporter à Hamilton, ce genre de performance de la part de Vernon Adams. Pour ce qui est de Brendan Bridge, bon, il y a bien des gens qui me demandaient sur les médias sociaux, pourquoi c'est pas Brendan Bridge, le carrière partant? Ben écoutez, il vient de se joindre à l'équipe. C'est pas du hockey. On peut pas laisser à l'aile gauche du côté du premier trio. On parle de la position de carrière. Alors, Brendan Bridge qui se familiarise avec le cahier de jeu des Alouettes. Et alors, on va voir quel genre de performance Adams va connaître vendredi soir contre Hamilton. Également, on va suivre l'état de santé d'Antonio Pipkin. Pipkin qui était présent lors de la séance d'entraînement des Alouettes. Naturellement, bon, il ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers lundi. Mais le fait qu'il était déjà là, j'ai l'impression que la blessure n'est pas aussi grave qu'on le craignait au début. Alors, on verra si Antonio Pipkin, quand est-ce qu'il sera en mesure d'effectuer un retour au jeu. Et il y a eu d'autres blessés également du côté des Alouettes. Bon, lors de la rencontre à Edmonton, il y a un secondeur de ligne canadien, Bo Lokombo, qui s'est blessé aux côtes. Il n'avait pas été en mesure de terminer la rencontre. Alors, il va rater le match à Hamilton lui aussi. C'est Glenn Love qui le remplaçait au sein de la formation partante lors de l'entraînement de lundi. La seule chose, c'est que Love, c'est un joueur américain. Lokombo est un partant canadien. Alors, ce qui veut dire qu'on va devoir trouver une place au sein de la formation partante pour un autre joueur canadien. Carey Jones a dit que pour le moment, il pensait toujours à son affaire, peut-être insérer un joueur de ligne à attaque canadien partant. Alors ça, ce sera à surveiller également pour la rencontre de vendredi face aux Tiger Cats. Et on a également perdu le service de Taylor Loeffler du côté des Alouettes. Le maraudeur est ennuyé par une blessure au bas du corps. C'est un autre Canadien qui le remplace. Il s'agit de Tyler Cranston. Alors Cranston, lui, avait été un choix de 7e ronde des Alouettes en 2017. C'est un produit de l'Université d'Ottawa. Il devrait donc obtenir le tout premier départ de sa carrière vendredi à Hamilton face aux Tiger Cats. Alors déjà, là, on est amoché du côté de la défense des Alouettes à la position de carrière. On va voir ce que ça va donner face aux Tiger Cats parce que les Alouettes, bon, ils ont fait preuve de combativité face aux Eskimos d'Edmonton. Il ne faut pas oublier qu'ils tiraient de l'arrière 25-8. Ils ont revenu de l'arrière. Ils ont créé l'égalité 25-25 avant de s'incliner. Alors ça a été quelque chose à retenir de cette défaite lors de la première semaine d'activité. Mais là, on va affronter les Tiger Cats de Hamilton. On va en parler tout à l'heure. Hamilton qui a marqué 64 points contre les Argonauts de Toronto. Oui, je crois que les Tiger Cats sont une bonne équipe, mais je pense que ça en dit beaucoup plus sur la formation torontoise que d'autres choses. Alors, je ne crains pas pour les Alouettes. Je ne crois pas qu'on va accorder 64 points du côté de Montréal, mais ça va être tout un test pour l'unité défensive, en particulier le coordonnateur de la défense, Bob Slowick, puisque Montréal a accordé par moins de 607 verges, oui, aux Eskimos d'Edmonton il y a 2 semaines. Ça n'avait pas été des revirements. Edmonton aurait pu marquer plus de 32 points. Alors, on va voir si la défense montréalaise pourra se resserrer, mais elle devra le faire sans Loeffler et Lokombo. Alors, c'était la 2e semaine d'activité dans la Ligue canadienne de football. On va faire un retour, bref retour sur les matchs qui étaient présentés. Tout d'abord, à Ottawa, le Rouge et Noir avait reçu la visite des Rough Riders de la Saskatchewan et le Rouge et Noir était en mesure de porter sa fiche à 2 victoires et aucune défaite grâce à une victoire par la marque de 44-41. Moi, j'avais bien hâte de voir la performance du carrière Dominic Davis. Davis qui avait été victime de 4 interceptions lors de la première semaine d'activité contre Calgary. Écoutez, il s'est très bien repris. Là. On vient de voir compléter une belle passe, belle longue passe pour pouvoir toucher à Dominic Rhymes. Ici, Jean-Christophe Beaulieu qui marque également un touché. Donc, Davis s'est bien repris. 354 verges par la passe, 3 passes de toucher. Et Cody Fajardo, je le mentionnais, 360 verges, oui, et 2 passes de toucher pour le carrière des Rough Riders de la Saskatchewan. Fajardo qui obtenait le départ à la suite de la blessure à Zach Collaros. Mais l'histoire, c'est bel et bien Dominic Davis, sa performance. Receveur de passe Dominic Rhymes, qui a un fort match. 11 réceptions, 168 verges, 1 touché. Alors, on n'a plus de Greg Ellingson à Ottawa, mais il semble qu'il n'y a pas de problème. On est en mesure de trouver d'autres joueurs du côté du directeur général Marcel Desjardins et de son groupe de dépisteurs. Il y a bien des gens qui croyaient qu'Ottawa allait en arracher. Hein. Il y a bien des gens avant le début de la saison qui disaient il y a eu plusieurs départs du côté d'Ottawa. On a perdu Trevor Harris, on a perdu Greg Ellingson et compagnie. Mais le Rouge et Noir a une fiche de 2 victoires et aucune défaite. Toutefois, la défense va devoir se resserrer. La défense d'Ottawa qui avait très bien joué lors de la première semaine d'activité à Calgary. Là, on a accordé 41 points à domicile face à un carrière numéro 2. Alors on va devoir s'améliorer. Ottawa qui va avoir congé cette semaine.
Maintenant, à Edmonton, les Eskimos, eux, eh bien, ils recevaient la visite des Lions de la Colombie-Britannique. La rencontre, bien, ça marquait le retour de Mike Riley à Edmonton au Commonwealth Stadium. Bien sûr, Riley a quitté pour la Colombie-Britannique via le marché des joueurs autonomes au cours de l'hiver. Alors, ça a été une victoire par la marque de 39-23 des Eskimos et le retour de Riley a complètement été raté. 149 verges par la passe. Il a été victime d'une interception, a complété une passe de toucher seulement, mais on a des ennuis en termes de protection du côté des Lions. Riley a été victime de pas moins de 7 sacs du quart à son retour à Edmonton. Trevor Harris a amassé 294 verges par la passe, 3 passes de toucher, aucune interception. Fort match également pour son receveur numéro 1, Greg Ellingson, 9 réceptions, 174 verges et 2 touchés. Ce que j'aime du côté d'Edmonton, c'est qu'on a de l'équilibre du côté de l'attaque. Contre Montréal, oui, Trevor Harris avait connu tout un match, mais CJ Gable avait amassé plus de 150 verges au sol. Puis là, encore une fois, un bon match de la part de Trevor Harris, et ça a été la même chose encore une fois. Gable, lui, a gagné 111 verges au sol, donc on a beaucoup d'équilibre du côté d'Edmonton, comparativement au long de la Colombie-Britannique, où on n'a pas d'équilibre. Encore une fois, on a tenté d'utiliser le jeu aérien à outrance. On n'a pas une bonne ligne à l'attaque. Alors ça, c'est vraiment une mauvaise recette, là. Et en plus de ça, les Lions, ils vont jouer à Calgary cette semaine face aux Stampeders. Les Stampeders qui avaient congé la semaine dernière, ils ont perdu à domicile lors de la première semaine d'activité. Donc, on a eu 2 semaines afin de digérer cette défaite du côté de Calgary. On va vouloir éviter de commencer la saison avec un dossier d'aucune victoire et 2 revers. Alors, pour les Lions de la Colombie-Britannique, eux, ils vont tenter d'éviter d'avoir un dossier de 0-3, mais ça, c'est vraiment une lourde commande d'aller au McMahon Stadium et de défaire les Stampeders qui ont perdu leur dernier match. Alors ça va être une situation à surveiller là, du côté des Lions de la Colombie-Britannique. Il y avait beaucoup d'attentes. Il semble qu'on n'a pas les effectifs du côté de la ligne à l'attaque afin que Riley puisse repérer ses receveurs de passe. On sait qu'il y a un groupe de receveurs très talentueux avec Brian Durham et également Durant Carter, notamment avec Lamar Durant également. Alors ça sera à surveiller. La situation des Lions, là, ça pourrait tourner très mal du côté de Vancouver. Maintenant, dans le troisième et dernier match qui était présenté lors de la deuxième semaine d'activité dans la Ligue canadienne, bien, les Tiger Cats rendaient visite aux Argonauts. Les Argos qui avaient eu congé lors de la première semaine d'activité. C'était donc le début de leur saison à domicile. Et Toronto s'est complètement fait pulvériser, 64-14, victoire des Tiger Cats de Hamilton. Il faut parler de Sean Thomas-Erlington. J'en parlais la semaine dernière. Il avait connu un bon match lors de la première semaine d'activité. Mais là, il a même encore été mieux. Premièrement, ce catch spectaculaire de toute beauté. On parle ici là, de demi à l'attaque. C'est un porteur de ballon qui réussit un catch que plusieurs receveurs ne seraient pas en mesure de faire par-dessus l'épaule comme ça. Donc, 109 verges au sol pour Thomas-Erlington, l'ancien des Carabins. Et il a également attrapé 3 passes pour des gains de 56 verges. 338 verges par la passe, 3 passes de toucher, une interception pour Jeremiah Masoli qui s'est bien repris, lui qui en avait arraché lors de la première semaine d'activité. Alors, ça a vraiment été une défaite troublante là, pour les Argonauts, pendant qu'on voit les partisans et les joueurs des Tiger Cats qui, eux, faisaient la fête dans le domicile des Argonauts de Toronto. Mais oui, vraiment une défaite troublante. Je me pose la question du côté de Toronto, si le fait qu'on a eu une semaine de congé lors de la première semaine d'activité, donc ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas joué après le camp d'entraînement. Je ne sais pas si ça a affecté les Argonauts, mais tout de même, là, de perdre par 50 points à domicile, ça c'est tout à fait inacceptable. Donc on va voir si on va pouvoir redresser la barque du côté des Argos. On sait qu'on avait une saison désastreuse l'année dernière. Si on n'est pas en mesure de le faire, bien, ça pourrait être la dernière année de Jim Pop avec les Argonauts de Toronto, parce que le groupe MLSE, qui est propriétaire de Toronto, pas la réputation d'être très, très, très patient. Alors, à RDS, cette semaine, les rendez-vous de la Ligue canadienne, les matchs qui seront présentés sur nos ondes, bien, ça va commencer jeudi soir à 20h30. Ça, c'est un match que j'ai hâte de voir. 2 équipes invaincues vont s'affronter à Winnipeg. Les Blue Bombers vont recevoir la visite des Eskimos d'Edmonton. Alors, quelle équipe prendra la tête du côté de la section ouest? Bien, on aura la réponse à partir de 20h30 jeudi soir. Vendredi soir, les Alouettes seront à Hamilton, je vous le disais tout à l'heure. La rencontre sera présentée sur les ondes de RDS
dès 19h. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Premier départ de la saison pour Vernon Adams. Et on va pouvoir voir en action un Sean Thomas Erlington également, comme je disais, qui connaît vraiment, mais vraiment là, un excellent début de saison. Et lundi, lors de la fête du Canada, naturellement, il va y avoir un match de la Ligue canadienne. Ça va se passer à Regina, alors que les Rough Riders vont recevoir la visite des Argonauts de Toronto. Alors, deux équipes sont à la recherche d'une première victoire cette saison. On va voir si Toronto va pouvoir se replacer à la suite de cette dégelée subie aux mains des Tiger Cats la semaine dernière. Alors voilà, on a fait le tour. Oui. Alors j'espère que cet épisode du podcast Le Sac du Quart vous a plu. On se reparle la semaine prochaine.